Tu te demandes comment ton apparence influence ta confiance en toi et comment tu peux la cultiver et l'utiliser pour trouver ta place dans le monde. Encore faut-il que cette apparence soit la plus authentique possible, que ce soit vraiment toi. Alors c'est mon invité d'aujourd'hui qui nous offre une réflexion inspirante sur ce qui l'a amené à se reconnecter à ses cheveux bouclés pour se réinventer. Allez, suis-moi, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Billon. J'ai adoré son histoire et ses boucles. Elle nous partage sa quête de confiance et d'expression de soi à travers son apparence vestimentaire. Nathalie s'intéresse depuis peu, depuis toujours, tu verras. Elle s'intéresse au lien entre nos vêtements et notre âme. Et tu sais à quel point nos cheveux sont les vêtements de notre être. Et moi, je porte vraiment une attention toute particulière à cette relation intérieure-extérieure. Mais pour Nathalie, il a fallu une douloureuse perte de sens pour l'amener à se reconstruire. Apparence, se reconstruire. Oui, mais de manière profonde et authentique. Donc, naturellement, elle a expérimenté une reconnexion à ses cheveux bouclés. Nathalie est coach de vie et son coaching s'adresse aux personnes qui désirent aller en profondeur pour initier de véritables changements dans leur vie. Et je te mettrai les liens vers ses réseaux sociaux en description de cet épisode. On se retrouve juste après notre entretien et tu sauras comment utiliser tes cheveux pour t'aider dans ton propre cheminement. Et oui, parce que c'est souvent au travers d'épreuves de vie, de découvertes et de réinvention de soi que tu vas pouvoir trouver ta place dans le monde. Bonjour Nathalie, je suis extrêmement heureuse de t'accueillir sur mon podcast. J'espère que tu vas bien. Merci Carole. Je suis aussi très joyeuse de te retrouver sur ton podcast et je vais très bien. Bon, super. Donc, on est deux nanas super punchy et, et on va passer un petit moment ensemble pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur, toutes les deux. Et tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Tu vas nous emmener avec toi en voyage. Et voilà, moi, j'ai hâte de mieux te connaître, puis que tu puisses partager tout ce que tu as à nous offrir. Ça te convient? Parfaitement. Bon, Allons-y. allons-y. Ok, Nathalie. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours ou en tout cas ce que tu vivais avant que tu t'intéresses au lien des vêtements avec notre âme? Alors, ça démarre très très tôt, petite, comme d'autres enfants en fait, mais c'est pas la majorité. J'avais des difficultés avec mes vêtements qui soit me grattaient, soit me serraient. En fait, c'était rare que les vêtements aillent. Ils me dérangeaient le plus souvent. J'ai appris beaucoup plus tard que c'est de l'hypersensibilité kinesthésique. C'est une partie seulement des hypersensibles qui ont ce rapport au tissu, aux vêtements. Il y a à peu près dans la population 15 à 20% des personnes qui sont hypersensibles et seulement une partie de ceux-là qui sont hypersensibles kinesthésiques. Voilà, donc ça a commencé tôt, c'était assez galère ces histoires de vêtements. Venant d'une famille modeste, en plus, donc les vêtements, on les changeait pas tous les, tous les jours. J'avais pas une énorme garde-robe. Et la plupart des pièces me venaient de mes cousines ou bien des voisines. Donc, en plus de, on va dire, de contrariétés liées aux matières, aux tailles et aux formes, en plus, ces vêtements, je ne les choisissais pas la plupart du temps et souvent, ils étaient trop grands. Donc, j'ai des souvenirs quand même assez épiques. Petite anecdote de CM1, je ne savais même pas la pointure que je faisais parce que j'avais des chaussures qui allaient du 36 au 38 dans ma garde-robe.
C'est marrant ça. Mais oui, comme les chaussures, je les récupérais de droite et de gauche. D'ailleurs, ça a donné, pour finir l'anecdote, des contrariétés même relationnelles parce que mon instituteur de l'époque souhaitait connaître la pointure de ses élèves pour organiser une sortie ski de fond. Et moi, je lui ai dit, ben, je ne sais pas. Ça varie entre trois pointures. Et là, je me suis fait gentiment enguirlander que c'était pas possible, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça avait, en quoi ça avait un impact négatif dans ta vie, tout ça? Alors, ça crée de la contrariété à l'intérieur de soi, hein. Ça vient vraiment agiter le paysage interne. Et ça prend en fait beaucoup d'attention et d'énergie parce que au lieu que le corps soit détendu, au lieu de respirer tranquillement et puis d'être ouvert, on va dire, à l'environnement, à ce qui se passe ici et maintenant, ben, il y a déjà une grosse partie de l'attention mentale et physique, donc énergétique aussi, qui est absorbée par ces contrariétés sensorielles. Et pas que sensorielles, bien sûr, parce qu'il y a la notion d'image de soi qui intervient. Donc, quand on n'est pas bien dans ses baskets, on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien avec l'image qu'on donne aux autres, et ça vient contrarier en fait le lien à l'autre. Les autres te faisaient des remarques, par exemple, des enfants à l'école? Ça, j'ai pas souvenir d'avoir souffert du tout en fait du regard des autres. D'accord. Euh, je pense que le milieu dans lequel j'ai grandi, il y avait des enfants qui étaient aussi dans des situations similaires en termes de niveau social et matériel. Mais il y avait aussi, donc évidemment, moi, je me souviens des petites filles de mon âge qui, elles, que je trouvais bien habillées. Voilà. Bien sûr. Et, et je pense que, voilà, relationnellement, moi, de l'intérieur, de ma vue, de mon point de vue, eh ben, il y avait un clivage avec ces filles-là, en fait. Et ça, c'est quand tu étais enfant et en grandissant, qu'est-ce que ça a donné? Alors, au collège, j'ai eu un peu plus de liberté, de choix dans mes vêtements. Donc, je dirais que là, ça a été une époque bénie. Je pense que la situation aussi matérielle de mes parents a évolué. Et j'ai eu le bonheur de faire du shopping Hmm. euh, pour me choisir mes vêtements. Et là, c'était une grande joie pour moi, un grand plaisir. J'étais vraiment très attentive à choisir les matières dans lesquelles j'étais bien, à sortir les couleurs. J'aimais aussi choisir des boucles d'oreilles qui rappelaient des teintes du vêtement, et même des choses dans les cheveux. Ça, là, donc, c'est une période où je me suis beaucoup, beaucoup amusée, en fait. Donc, est-ce que tu dirais que c'était à cette époque-là, finalement, que tu as réalisé que tu avais une passion pour le sujet des vêtements? Hum, non, je me le disais pas comme ça, en fait. Pour moi, c'était juste normal. Mais avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu te demandes ce que tu es en train d'expliquer? C'est ces Mhm, premiers shopping que tu n'as jamais connus. On est d'accord, tu récupérais des mhm. vêtements. Donc, Oui, tu n'avais jamais fait les ouais, magasins. Le fait de c'est s'associer, ça. d'associer les C'est accessoires, vrai. les couleurs et tout. Ouais. Moi, je me demande si c'était pas le début de quelque chose. Hmm. Ouais, maintenant que tu l'énonces comme ça, oui, c'est sûr qu'il y avait une passion pour le vêtement et je m'amusais beaucoup et j'avais conscience aussi que c'était une manière d'apparaître aux autres. Je me souviens même que selon des profs, je changeais de tenue des fois au collège. Ah, Alors, ok. je changeais pas de tenue pour chaque cours et pour tous les profs. Mais par exemple, Oui. pour ma prof d'art plastique, qui était très chère à mon cœur, je me souviens d'un jour où j'avais emmené une seconde tenue dans mon cartable et je m'étais changée juste avant la séance d'art plastique pour être dans ma tenue phare pendant son cours. Donc une tenue qui était sûrement pas adaptée à la saison, mais je m'étais dit, voilà, pour l'heure d'art plastique,
ce sera top. Et comme ça, elle me verra dans des vêtements qui disent qui je suis pour de vrai, en fait. Que tu as le sentiment que ces vêtements-là étaient aussi liés à ton état d'esprit, à ce que tu avais envie d'exprimer. Oui, ah oui, complètement, en fait. Je pense que j'osais. Alors, c'était milieu des années 80, en fin de collège, alors avec du fluo, avec des rayures un peu criardes. On a été Ouais, gâtés, hein, cette on a époque, hein. été très gâtés. On a pu beaucoup s'amuser. Donc, ok, donc lié à ce que tu veux, la manière dont tu veux apparaître aux autres, ce que tes vêtements disent de toi aussi sur le fait que tu peux t'exprimer et oser davantage, justement, avec ces couleurs que Mhm, tu cherchais à associer pour les rendre les plus esthétiques, en tout cas à ton goût et au goût des autres. mhm, Et quand as-tu pris conscience qu'il y avait un lien entre tes vêtements et ton âme, en fait? Voilà, on a parlé un peu de mhm, s'exprimer, oser, etc. Mais à mhm. quel moment tu as vraiment été persuadé ou que tu t'es dit, oui, il y a un lien profond entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis à l'extérieur? Mhm. Bah, je pense qu'au collège, j'avais cette conscience-là, en fait. Et d'ailleurs, j'avais déjà un regard sur comment s'habillaient les camarades de classe et comment s'habillaient les adultes aussi autour de moi. Avec, tiens, telle femme s'affirme et ose montrer sa féminité, même, voilà, met en avant de la sensualité. Ou ah bon bah telle femme elle néglige complètement ses vêtements et c'est dommage, elle doit pas être bien quand même dans ce jean qui la sert, voilà. Euh, Ok, ok, oui, c'était plus que toi, c'était les autres du coup. Ton analyse s'est portée aussi sur les autres. oui, Ok, complètement, oui, très oui, bien. j'aimais beaucoup observer en détail en fait le choix des vêtements. Observer en détail et du coup analyser et un peu te servir de modèle? Hum, j'ai pas franchement souvenir d'avoir suivi des modèles, si ce n'est donc au collège avec on va dire la parce que le vêtement est aussi un instrument d'oppression de la communauté pour exprimer son appartenance, de désirabilité sociale, pour montrer patte blanche dans un groupe, etc. Donc je me souviens qu'il y avait déjà à l'époque, hein, c'était, comment on peut dire, la pression des marques. Et là, je me servais effectivement de modèle. Donc, je retrouvais ces filles de bonne famille, tu sais, de ma plus petite enfance, que je retrouvais aussi au collège. Et j'étais toujours pas habillée comme elles. Sauf que moi, au collège, j'avais pas envie d'être habillée comme elles. C'était un code en fait que je suivais pas. J'avais envie de m'habiller beaucoup plus librement et de manière beaucoup plus amusante. Mais quand même, j'avais envie d'appartenir au clan. Et de temps en temps, je savais du coup, par leur modèle, quelle marque choisir. D'accord, ok, l'appartenance. Et tu dirais que bah, dans ce cadre-là, est-ce que tu penses que justement ce formatage social que tu exprimes Mhm. là, Ah oui, ce formatage social est professionnel, mais là on parle du collège, mais je pense qu'on va venir oui, vite sur l'aspect professionnel. bien sûr. Que penses-tu de ce formatage-là versus sa nature profonde en fait, Mhm. entre qui on est et Oui, ce qu'on exprime? alors bah, c'est très difficile quand il y a des codes qui sont imposés en Hmm, fait c'est par ça. le groupe. Après, on peut s'autoriser, parce qu'il s'agit hein, de s'autoriser à jouer avec les codes pour dire, trouver un équilibre entre, OK, je montre que j'appartiens au groupe et je montre aussi ma singularité. Parce que j'associe ce vêtement avec un autre, parce que je fais des contrastes, parce que, OK, je vais montrer cette marque, comme ça, je suis comme vous. Mais je choisis ce pull de telle couleur qui est très différent de ce que porte la majorité des gens, par exemple. Ah, Et ok.
Et je pense que les marques, elles connaissent bien ce jeu-là en ayant souvent dans leur collection des choses assez classiques qu'on retrouve. Elles ont une ligne et puis elles ont quelques pièces qui viennent jouer avec leur code. ou des capsules Voilà, aussi qui développent. exactement. Voilà, soit par les couleurs, soit par les coupes qui viennent se démarquer. Et comme ça, elles vont toucher les personnes qui ont envie d'appartenir au club de cette marque, mais de montrer qu'elles sont quand même différentes, de montrer leur originalité, de montrer qu'elles prennent leur liberté aussi. Mais pour pouvoir faire ça, il faut se connaître. Oui, pour pouvoir se faire ça, il faut goûter déjà à l'intérieur de soi avec Mhm. sa singularité. Ça demande de se connaître, ça demande de l'estime de soi Mm. aussi pour oser l'affirmer, oser le montrer extérieurement, oser affronter des regards peut-être qui seront désapprobateurs ou qui jugeront que, bon, ben, puisque ça dévie à la norme habituelle, eh bien, ça a moins de valeur, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut finalement par rapport à ça? C'est avoir quand même suffisamment confiance en soi pour soutenir un Oui. regard de quelqu'un qui va désapprouver notre choix. Eh bien, il faut être sacrément campé sur son affirmation de soi pour soutenir et oser dire, bah, moi j'aime et puis c'est tout, puis si t'aimes pas, t'aimes pas. Beaucoup de C'est personnes ça. voulant se faire accepter, bah, n'ont pas cette capacité-là et du coup vivent mal d'être rejetées par les autres. Hmm. Oui, ça demande beaucoup de sécurité intérieure, en fait, qui se nourrit qui se nourrit à l'intérieur de soi, indépendamment du regard extérieur. Et la sécurité intérieure, c'est la base sur laquelle va se construire et se nourrir la confiance, même si la confiance, ben, elle peut varier selon les phases, mais sentir bien ancrer la sécurité dans son corps aussi, ça va permettre de pouvoir affronter voilà, des regards extérieurs qui vont être diverses dans tous les cas. C'est sûr, on ne plaît pas à tout le monde. C'est ça. Ok, je comprends bien un petit peu tout ça, tout ce que tu expliques, et effectivement, ça fait énormément sens dans la manière que enfin, que tu as abordé le sujet. Ça fait énormément sens, et du coup, moi, je me dis en t'entendant parler, quel lien toi tu fais entre prendre soin de soi, puisque c'est de ça dont on est en train de parler avec nos Bien vêtements, prendre sûr. soin de soi à l'intérieur, l'exprimer à l'extérieur. Donc, du coup, quel lien tu fais entre prendre soin de soi avec ses vêtements et son esprit et la relation à ses cheveux? C'est-à-dire des cheveux Mhm. que tu aimes, des cheveux qui sont beaux. Je dirais qu'on est dans la même, sur une parallèle, en fait, avec ce qui se passe pour le vêtement. Il n'y a pas si longtemps, ça a été en France, je cherche le mot tellement ça a été fort, mais il y a eu ce goût pour le lit qui a été tellement puissant, il y a entre 15 et une dizaine d'années en arrière. Excuse-moi, j'ai pas compris. Un goût, pourquoi? Un goût pour le lisse, pour la Le chevelure lisse, lisse. d'accord, ok. Ça a été une mode monstrueuse où ces fers à lisser chauffants, à vapeur se sont développés. Les coiffeurs ne savaient plus que lisser toutes sortes de cheveux. On devait ressortir de chez le coiffeur avec des baguettes de tambour. Il y avait même qu'est-ce qu'on a vu arriver là? Le lissage permanent aussi, avec toutes sortes d'influences. Le lissage permanent à la japonaise, soi-disant le plus fiable du monde. Alors, je t'avoue que je suis tombée dans le piège de ce goût pour le lisse. À un moment donné, on va dire, dans un passage de grande vulnérabilité, Tu as craqué. c'est ça. Et je me suis dit, ah oui, oui, tout va mieux se passer. Enfin, il y a une part de moi qui a senti qu'une fois lisse, tout irait mieux. Mais qu'est-ce qui devait aller mieux? Alors, moi, à l'époque, je traversais un burn-out. Voilà, il y a une dizaine d'années. Voilà, mon image sociale, elle n'était pas très bonne.
il y a eu forcément hein, le burn-out, de toute façon, met à mal toute la personne dans son entièreté. Donc, il y a une grande insécurité intérieure, il y a une grande fragilité dans la relation sociale et il y a une perte de sens au niveau de la relation au monde. Donc, autant dire que bah, c'est la crise dans son sens le plus large et le plus dramatique aussi puisque bah, moi-même, je ne m'attendais pas à être si bouleversée en fait par cette crise-là. Et je pense que dans ma tentative de reconstruction, dans les premiers temps, euh, il y a eu cet élan d'aller retrouver des codes de l'apparence pour me sentir appartenir, pour retrouver le lien rien que par l'apparence. Alors, Oui, donc tu dis perte de sens, donc besoin de se reconstruire par rapport à quelque chose qui appartient au plus grand nombre, ce qui est recherché ou qui est à la mode, donc ce fameux lisse, donc contraire à ta nature de cheveux, puisque tu as les cheveux bouclés. absolument. Euh, donc voilà. Donc finalement, il y avait presque un, ça a été un rejet ou simplement un non-sujet de cultiver ta nature de cheveux pas naturelle, on va dire, au naturel. Ça a été plutôt d'aller chercher ailleurs une vérité que tu recherchais, c'est ça? Ouais, je pense que je pense que dans cette phase complètement déboussolée, je me suis tournée vers des stéréotypes. C'était trop difficile en fait de me tourner vers mon monde intérieur qui était complètement chaotique, même vraiment le mot c'est ravagé. Mhm. Il y avait un grand sentiment de rejet, hein, puisque moi, mon burn-out, il s'est déclenché dans le cadre professionnel. Donc, du coup, j'étais plus du tout en mesure d'aller travailler, de rester en contact avec mes collègues. Donc, pour moi, c'est vraiment un monde qui s'est écoulé et l'impact a été vraiment, vraiment très, très fort. Donc, je me souviens que dans cet objectif oui, de reconstruction, il y a eu cette tentative d'avoir des cheveux qui restent lisses, à savoir que le lissage permanent japonais n'a absolument pas marché. Mes cheveux bouclés non pas du tout, ne se sont pas laissés dompter. Eh oui, mais bien sûr. J'en ris encore, mais Tu les as haïs à ce moment-là, tes cheveux? Comment ça s'est passé? Dis-nous alors. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Tu étais en quête de reconstruction, tu as choisi un ouais, modèle, tes cheveux ils se sont rebellés. Qu'as-tu éprouvé? ouais. Hum, écoute, j'avoue que c'est pas très clair dans mon souvenir ce que j'ai éprouvé. Non, je pense pas que j'ai haï mes cheveux parce que franchement, je crois que je me suis. En fait, ça a été plus du coup une voie d'acceptation. Tu vois, en fait, de faire ce cheminement, en fait, ça m'a fait entrer dans le processus de retrouver, tu vois, cette quête de l'équilibre entre bon, qui j'ai envie d'être pour appartenir au groupe, et puis qui je suis dans le fond. Et tu vois, ça m'a fait faire des petits allers-retours. Et puis ça m'a mis, n'empêche que j'étais en contact avec des coiffeuses. Et ça a rythmé mon quotidien, ça a recréé du lien. Il y avait, tu vois, le corps qui était présent dans cette quête. Donc en fait, ça a été bénéfique finalement. Ah, très bien. Bah, je suis ravie de te l'entendre dire, hein, parce que en fait, et c'est bien ça le drame, c'est que de nombreuses femmes vont chercher ailleurs une vérité qui n'est pas la leur, pensant, n'ayant pas la force, l'énergie, tu l'as dit toi-même pour ton exemple de burn-out, tu peux difficilement avoir cette ressource en toi à ce moment-là quand tu es vraiment Mhm. en phase d'insécurité, de te protéger. Oui. Mais finalement, ce qu'il faut avoir comme réflexe, c'est de se dire, bon, OK, qu'est-ce qui est plus facile pour moi à obtenir, qui est naturel, que la nature m'a donné. C'est plus simple de partir de ce qu'on a déjà plutôt que d'aller conquérir des mondes nouveaux qui ne sont pas les nôtres. Surtout quand les cheveux, ce qui est pour ton exemple, se rebellent.
Donc, Oui, finalement, c'est un mal pour un bien, mais de ce que j'en oui, conclus de ton aventure, de ce que tu partages avec nous, c'est que finalement, la voie de l'acceptation, ce fameux processus de quête de soi, de recherche d'équilibre intérieur-extérieur, eh ben, c'est fait quand tu as finalement accepté tes cheveux tels qu'ils étaient, en les laissant et en te oui, formant, j'imagine, ou en tout cas en te documentant pour pouvoir les rendre plus oui, beaux. absolument. Et puis, du coup, pour finir sur du coup cette période, en fait, une fois que j'ai retrouvé la santé, que j'ai pu retravailler, faire un nouveau projet professionnel qui me convienne, puisque souvent en lien avec la crise du burn-out, il y a quelque chose qui ne convient Mhm. plus, qui fait plus sens, hein. C'est une Ah, c'est grosse pour ça. crise, mais Ouais. c'est un très beau cadeau de la vie, en fait. Donc, par rapport aux cheveux, donc, alors déjà, quand j'ai commencé à me soigner, quand j'ai trouvé les bons moyens pour moi de me soigner, je me suis fait couper les cheveux courts. Et c'est au moment où j'ai décidé de partir me soigner en Inde avec l'Ayurveda. Donc, à choisir une approche holistique qui me fasse du bien, tu vois, à tous les niveaux. Voilà, et dans l'idée de se ressourcer, et je me suis dit, oh là là, voilà, on va aussi se faciliter la vie, pas parce que j'étais encore pas OK, tu vois, vraiment avec ses cheveux. Donc j'ai décidé après les bêtises que j'ai fait, parce que ça les abîme, hein, c'est lissage permanent. Donc voilà, je suis partie en Inde me faire huiler tous les jours, me faire masser tous les jours, mettre aussi des bonnes huiles dans les cheveux. Et donc ils ont repoussé super. Et le premier coiffeur qui ensuite m'a coupé les cheveux, donc quand je suis revenue en France et que j'ai recommencé à travailler, et ben il m'a dit, mais ils sont magnifiques, ces cheveux bouclés, et on va faire une coupe pour les mettre en valeur, et on va les sécher aussi de manière à ce qu'ils forment de belles boucles. Et je peux te dire que c'était la première fois de ma vie qu'un coiffeur me disait ça. Donc là, en fait, je redécouvrais, en fait, je découvrais ma tête avec une vraie coupe tout bouclée. Et c'était assez incroyable. Même la couleur, tu vois, je la trouvais changée, je la trouvais brillante. Enfin, je me souviens que c'était vraiment quelque chose ce jour-là de redécouvrir ma chevelure. Ah, d'accord. Donc, finalement, il a fallu retourner aux sources. Tu as parlé d'Ayurveda, tu as parlé de reprendre soin avec des huiles naturelles, enfin, des huiles Ouais. végétales, etc. Oui. Finalement, c'est ce retour-là à la nature, à cette authenticité qui a fait du bien à tes Mhm. cheveux, puisque nos cheveux texturés ont besoin justement de ça, d'huile, ils ont besoin d'éléments qui les nourrissent, parce qu'ils ont besoin d'être aimés aussi Oui. bah, t'a fait Mhm. redécouvrir une personne que tu ne connaissais pas, enfin en tout cas des cheveux que tu ne connaissais pas, plus brillants, etc. Donc ce que j'entends, c'est que finalement, il faut aller chercher en soi la réponse en fait. Et oui, sur qui on est. En fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que se redécouvrir, euh, ça peut aller aussi avec se réinventer. Tu vois, c'est pas du tout contradictoire. Je pense que quand on se réinvente, en fait, on met simplement en lumière une facette de soi qu'on mettait pas en lumière. Donc moi, ça accompagne aussi, tu vois, ce nouveau métier. Du coup, j'ai choisi à ce moment-là d'être enseignante et ce que je considérais aussi comme une seconde nature. Tu vois, en retour de burn-out, après ne avoir même eu la sensation que jamais plus je ne pourrais travailler, tellement ça avait été angoissant et anxiogène pour moi, eh bien, je me suis tournée vers qu'est-ce que vraiment je sens qu'il pourrait être possible que je fasse et que j'aurais de la joie à faire, et que ce serait comme naturel en fait. Et du coup, voilà, c'est aller ensemble avec cette nouvelle coupe, c'est aller ensemble avec des vêtements que je choisissais plus confortables. Voilà, c'est comme une nouvelle ère à un moment de ma vie en fait.
Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est se réinventer, c'est ce que tu dis. C'était une nouvelle toi est arrivée à ce moment-là, plus en adéquation avec tes désirs profonds, ta nature et ce que Mhm. parce que j'imagine très bien ce que tu as dû vivre parce que le burn-out, effectivement, comme tu l'as dit, te donne l'impression de ne plus jamais pouvoir travailler. Et finalement, Mhm. bah non, de ça est née une nouvelle vocation plus authentique, plus liée avec ce que tu es, qui est celui d'enseigner et Oui. d'être beaucoup plus à l'aise en tout cas. Et du coup, quel conseil, enfin, quel serait le conseil que tu donnerais à la toi d'il y a, je sais pas, moi, il y a 5 ans ou 10 ans, parce que je ne sais pas finalement, ça s'est Mhm. passé quand tu parlais de 2015, le moment de ta renaissance. Je priorise, je cherche à prioriser un peu ce qui me vient. En fait, je la mettrai surtout en garde par rapport à la perte de sens. Parce que je pense que c'est là où le terrain est glissant et devient très dangereux. En fait, je pense à un moment donné, on peut jouer avec des codes. Ce qui est dangereux, c'est quand on reste piégé dans un code et on n'arrive plus à trouver la fluidité et à retrouver nos différentes facettes. Et quand on est bloqué comme ça dans une seule ou qu'on veut mettre plus en avant pour appartenir à un groupe, ben là, si ça s'accompagne à un moment donné d'une perte de sens, si on ne s'y retrouve plus en fait, par rapport à ses valeurs prioritaires, aux valeurs qui me meuvent personnellement, eh bien, là, ça devient vraiment dangereux. En fait. Là, c'est plus du tout un jeu, c'est juste un piège qui se referme sur soi. D'accord. Donc, c'est-à-dire de faire attention à cette perte de sens, c'est-à-dire être à l'écoute des signaux qui nous sont envoyés Mhm. et d'avoir de la Oui. conscience finalement sur ce qui se passe. Et finalement, la vie, donc là, tu as pris l'exemple de ce burn-out, mais il y a plein Mhm. d'autres, sans que ça aille si loin, il y a plein de signaux que la vie nous envoie et notamment, puisqu'on parlait de cheveux, les cheveux sont les premiers éléments à nous parler. Ah C'est-à-dire oui, que un tout à cheveu nous fait. parle, un cheveu qui devient cassant, qui devient plus sec, qui est plus terne, qui est plus emmêlé, qui refuse par exemple, on parlait qui refuse un traitement, il te Mhm. dit pourquoi il n'en veut pas. C'est parce que c'est pas bon pour lui. Donc finalement, être plus à l'écoute de son corps, plus à l'écoute des signaux qui nous sont envoyés et de ne pas les mettre dans la catégorie des pertes et fracas. Ah oui, je te rejoins complètement, Carole, parce que il y a des signes avant-coureurs qui sont bien connus du burn-out, mais effectivement, hein, notre, notre apparence et nos cheveux, notamment en fait notre peau qui est à l'interface de nous et des autres, et nos cheveux aussi qui font interface, sont vraiment intéressants. Ils nous renvoient tout de suite un état d'être intérieur. Et moi, j'ai remarqué hein, depuis mes études, tu vois, depuis mon début de vingtaine, là, ça m'est devenu clair que plus j'étais heureuse, plus mes cheveux bouclaient. Et avaient du volume, ou faisaient des jolies boucles jusqu'à des anglaises. Et alors là, alors les périodes où je suis amoureuse, les anglaises à tout va. Ah, c'est magnifique ce que tu Ah dis. oui. Vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis bah, quand ça va pas, ils bouclent, voire j'ai des mèches qui sont raides, ils ont dû la peine, ils sont raplapla, ils sont ternes, voilà, ça change même au niveau de leur couleur, c'est incroyable. Tout à fait, tout à fait. Tu veux ajouter quelque chose sur ça? Moi, j'aimerais bien te parler de tes gros défis et de tes actualités futures, mais est-ce que tu... Mais oui, avec plaisir, parce qu'il y a vraiment une actualité brûlante. Ah, alors, tout pour l'actu. Oui, donc ça date de vendredi, hein, donc c'est vraiment, on est au grand moment de bascule, puisque j'ai fait le choix de rejoindre la formation pro de l'approche S'habiller vrai, qui est une approche qui vise à aider les personnes à déterminer leur profil vestimentaire en lien avec leur âme, par la couleur des vêtements, par les matières et par les coupes. Euh, voilà, donc c'est un processus qui permet de reconnecter avec
Et là, on fait aussi une boucle avec le début de notre conversation, en fait. C'est quels vêtements vont me permettre de me sentir bien, comme dans une seconde peau qui me va sur mesure, qui permet à mon système nerveux d'être détendu, d'être dans un état optimal pour être présente dans ma vie, pour être au maximum de l'énergie, de la créativité que je peux avoir, pour traverser ce que j'ai à traverser avec confiance, avec mon potentiel, avec mes ressources. Et moi, j'ai le souhait, en fait, que toutes les femmes soient dans une belle voie d'épanouissement, d'accomplissement, dans une relation aussi aimante à elles, à leur corps, à leurs valeurs. Et donc, cette approche va compléter, en fait, mon accompagnement, voilà, pour les emmener vers leur rayonnement, vers ce qu'elles souhaitent Super, super. développer. Et combien de temps va durer ta formation? À quel Oui, bien moment tu vas sûr. pouvoir... Alors, je vais pas attendre la fin de ma formation. Je vais proposer au fur et à mesure des compétences que j'acquiers, en fait, déjà l'accompagnement. Donc, en fait, tous mes accompagnements qui seront signés dans les prochaines semaines, pourront contenir un accompagnement avec le vêtement. Puisque voilà, les modules phares de ma formation arrivent dans les prochains mois. Super, donc on reste bien connecté du coup sur les réseaux sociaux C'est ça. et voilà, et la boucle sera bouclée puisqu'on revient aux boucles de cheveux. Effectivement, Oui, c'est tout à fait le sujet finalement pour toi de cette évolution, ces transformations que tu as partagées avec nous et qui maintenant te permet de te réinventer de nouveau ou en tout cas d'apporter une nouvelle dimension à ton accompagnement pour toujours plus de profondeur et d'authenticité en fait. exactement. Ce sont vraiment des mots-clés. Effectivement, poursuivre sa quête de profondeur et d'authenticité. N'est-ce pas le moyen le plus naturel pour accéder à son plein potentiel énergétique? Ça tombe bien, tes cheveux sont là pour ça. Nathalie l'a mentionné, nos vêtements expriment notre singularité, notre liberté, tout en nous faisant appartenir au clan. Et pour avancer sereinement dans sa vie, il est bon effectivement de veiller à l'équilibre entre qui nous sommes et qui nous voulons être pour se sentir accepté. Eh bien moi, tu le sais, je fais le lien avec nos cheveux, qui sont des capteurs et des émetteurs de notre être intérieur-extérieur. Ils peuvent exprimer ton identité ou ta personnalité, ils expriment ta féminité, ta sensualité, ta confiance en toi et ton individualité. Et même dans certaines cultures, les cheveux sont considérés comme un symbole de beauté féminine et sont souvent associés à la jeunesse, à la vigueur et à la santé. Nathalie a évoqué le danger de ne pas se connaître soi-même ou de refuser les signaux que nos cheveux nous envoient. Eh bien, tu sais, j'en sais vraiment quelque chose, parce que pendant de nombreuses années, j'ai été sourde aux messages d'alerte de mes cheveux. En fait, dès qu'il a été impossible pour moi de les faire pousser en santé, c'était déjà le signe que quelque chose n'allait pas, et ça m'affectait véritablement. En fait, je pensais avoir tout essayé pour résoudre le problème et les sauver. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que inconsciemment, j'étais enfermée, prisonnière de moi-même. En fait, le fil avec mon âme s'était altéré. Et c'est lorsque Nathalie s'est reconnectée à l'amour de ses cheveux bouclés qu'ils se sont revitalisés. Et une fois ressourcée capillairement, c'est alors qu'elle s'est réinventée. Alors, si tu veux changer de regard sur tes cheveux, je t'invite à consulter les témoignages de mes clientes. Je te mettrai le lien en description de cet épisode. Mieux encore, attends. Retrouve le témoignage de Linda, c'est l'épisode 9 de mon podcast. Parce que comme toutes mes clientes, elle a fait appel à moi pour une problématique de cheveux qu'elle n'arrivait pas à résoudre depuis longtemps. Apparemment, un problème extérieur de soins capillaires. Mais moi, tu le sais, je vais beaucoup plus loin que ça. Parce qu'avec Linda, on a exploré l'intérieur, ses pensées, ses peurs, ses croyances sur elle-même et sur les autres. En fait, tous les différents blocages conscients et inconscients. Et c'est là qu'elle a pu prendre la mesure de
tous ces impacts négatifs de ces blocages sur elle et donc sur ses cheveux. Et oui, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est en soignant l'intérieur que l'on transforme l'extérieur. Et d'ailleurs, Linda se félicite aujourd'hui d'être passée par ce processus de transformation. Et oui, ça n'a pas toujours été simple et c'est vraiment challengeant, mais c'est redoutablement profond et durable. Puis après, c'est simple, une fois l'énergie libérée, il n'y a plus qu'à transformer sa vie. Et oui, t'aider à libérer ta puissance créatrice grâce à tes cheveux. J'adore mon job. Allez, je te donne rendez-vous sur le témoignage de Linda, épisode 9, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut!